Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière keynote de cette journée Spring qui est consacrée donc à l'impact sociétal des nouvelles technologies sur le droit, sur l'environnement et puis sur les nouveaux usages. On va en parler avec mes trois invités. D'abord vous, Carla Gohin, vous êtes directrice de l'innovation du groupe PSA. Bonjour à vous. Benoît Vercherin, vous êtes directeur innovation et entrepreneuriat à l'IIT Climate Kick France. Bonjour. Et à mes côtés, Antoine Latreille, doyen de la faculté Paris-Sud, professeur de droit privé et chercheur au CERDI. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer avec vous, Carla Gohin. D'abord, chez PSA, comment est-ce que vous intégrez des technologies qui répondent aux nouveaux usages ? Alors peut-être rappeler tout d'abord quelles sont ces attentes, ces nouveaux usages. Aujourd'hui, donc pour le groupe PSA, il touche bien évidemment toutes les nouvelles solutions de mobilité. Et donc quand on dit ça, finalement, le champ est énorme, puisqu'on parle de mobilité connectée, puisqu'on parle de mobilité autonome, on parle aussi de mobilité sûre, et puis de plus en plus aussi, on parle de mobilité partagée. Et donc pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, de ces attentes aussi de nos clients qui évoluent, dans un cadre où l'urbanisation est de plus en plus présente partout dans le monde, dans un cadre où on passe d'un modèle où la possession d'un véhicule n'est plus forcément la seule réponse, mais l'usage prend le dessus, dans un cadre où, là aussi, l'empreinte environnementale de nos solutions, de ces solutions de mobilité, prend aussi de plus en plus d'importance. Eh bien, nous, en tant que groupe, eh bien, effectivement, nous préparons les technologies, et ces technologies, eh bien, on les identifie avec tout simplement un écosystème élargi. Alors bien sûr, on s'attache et on s'appuie fortement sur des études marketing, sur bien évidemment une compréhension des évolutions sociétales, et cela aussi avec une approche internationale, différenciée, puisqu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, eh bien, les attentes de nos clients en Amérique latine ne sont pas du tout les mêmes attentes en termes de mobilité, en tout cas, que nos clients en Chine. Un exemple, tout simplement, aujourd'hui, on parle d'électrification avec une accélération finalement de l'arrivée de ces solutions en Europe et en Chine. Au Brésil, j'y étais il y a à peine un mois, on parle de biocarburant. On ne parle pas de batterie, on ne parle pas d'électrification. Donc le challenge pour un groupe comme le nôtre, c'est bien de préparer des portefeuilles de solutions technologiques qui vont répondre au mieux à ces usages, au mieux à ces attentes, là aussi pour apporter la réponse technologique au plus juste eh bien, de ces nouveaux besoins. Et pour faire ça, donc on s'appuie effectivement sur des études sociétales, marketing, et puis sur un écosystème élargi de partenaires qu'on met finalement sous le grand titre de l'Open Innovation, mais qui nous donne cette capacité à détecter partout dans les régions où nous opérons ce qui fait l'essence même finalement des attentes de nos clients de demain, et cela partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de vos partenariats ? Alors en l'occurrence, donc cette Open Innovation s'appuie sur finalement plusieurs écosystèmes, en majorité 3. Forcément les écosystèmes de start-up. Donc là, on a des cellules de détection qui se trouvent à San Francisco, qui se trouvent à Singapour, qui se trouvent aussi en Espagne, en Chine, bien évidemment. Donc là aussi, ce sont des solutions en rupture très souvent, mais qui nous intéressent. Les autres types de partenariats, eh bien, je pense qu'ici, aujourd'hui, on est à Paris-Saclay, on a une relation très, très forte avec le monde académique, le monde scientifique. Je pense que le groupe PSA est un des rares groupes automobiles à avoir une direction scientifique. Donc, dans nos travaux d'innovation, on porte au cœur de notre stratégie le fait de travailler sur, finalement, les sciences, sur les disruptions scientifiques qui, dans 5 à 10 ans, vont amener eh bien, les disruptions technologiques de demain. Donc, on a des partenariats avec les universités, les laboratoires, les grandes écoles aussi. Et ça constitue bien évidemment un socle très fort, puisque non seulement on a ces partenariats en France, en Europe, mais aussi en Chine. Et on a des partenariats qui ne sont pas seulement technologiques ou scientifiques, on va dire des sciences dures, mais on a aussi des partenariats avec des universités qui nous aident, par exemple, à mieux comprendre les attentes en termes, par exemple, d'interface homme-machine en Chine.
parce que toutes ces fonctions, elles vont devoir interagir avec les clients, les utilisateurs. Et un client chinois a d'autres attentes en termes d'interface que celles aujourd'hui d'un client européen. Et c'est important qu'on les intègre à la fois dans nos travaux d'innovation, mais également ensuite dans nos travaux de développement, pour être là aussi au plus juste et répondre au mieux aux attentes de nos clients. Merci Carla, et on va revenir dans quelques instants plus en détail sur ces expériences de conduite, de mobilité que l'on dit enrichies ou augmentées. Benoît Vercherin, de votre côté, vous avez autour de vous 300 partenaires avec lesquels vous co-construisez l'économie du climat. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est l'économie du climat et aussi pourquoi vous défendez une approche qui est une approche systémique, justement. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation à participer à cette table ronde. Alors, Climate Key a été créé par la Commission européenne pour accélérer l'innovation pour lutter contre le changement climatique et surtout assurer l'attractivité de l'Europe. Mais on va au-delà de l'Europe, évidemment, le climat ne s'arrête pas à nos frontières. Donc, ce qui est important, c'est que, en fait, nous avons, avec nos partenaires, une diversité d'acteurs. Je rejoins Carla exactement sur la diversité de ces acteurs qui nous permettent de comprendre que les enjeux ne sont pas forcément technologiques, mais c'est vraiment de changer notre monde et donc ce changement passe par l'économie. Donc nous croyons dans une économie vertueuse ou une économie du climat ou une économie zéro carbone et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir trouver de la valeur dans cette innovation pour lutter contre le changement climatique. Ce sont de nouveaux métiers, de nouveaux besoins, de nouvelles attentes et on va y répondre et la société nous attend pour répondre à ces enjeux-là. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons avec notre écosystème et de même nous avons des académiques, des PME, des startups, des grands groupes et puis je rajouterai aussi ce qui est très important sur le changement climatique, c'est le rôle des acteurs territoriaux. Ils sont vraiment primordiaux dans notre travail. On a besoin de leur soutien et on est là aussi pour les soutenir. Donc nous travaillons tous ensemble. Je pense que pour bien comprendre, sortir de l'aspect peut-être plus conceptuel, je voudrais que vous reveniez sur un exemple, en l'occurrence ce que vous avez développé avec Danone, pour qu'on voit vraiment l'étendue de votre champ d'action. Alors Danone fabrique des yaourts à la fraise, par exemple, entre autres. Et donc ils peuvent avoir une vision purement sur leur propre business et travailler en silo et dire on ne sait pas d'où viennent nos fraises, mais en fait ces fraises elles viennent quand même de la terre et elles sont produites essentiellement au Maroc, en Espagne. Et évidemment, ils ont été au-delà de leurs usines et ils sont remontés en amont de la filière pour voir qu'il y avait des vrais soucis de respect de l'environnement et de développement durable de cette pratique et de leur économie. Donc c'est ce qui était intéressant, bien que tout le monde était au courant dans cet écosystème de ces difficultés. Donc c'est par l'intermédiaire des académiques et en particulier des chercheurs de l'INRA qui sont arrivés à réconcilier les agriculteurs, les industriels et puis aussi les scientifiques pour créer une chaîne de valeur vertueuse pour lutter contre le changement climatique. Et ensemble, on a pu baisser un peu les barrières et ils ont pu échanger et partager ces risques et essayer d'apporter chacun leur contribution afin de rendre cette filière économiquement viable dans le temps. Vous insistez sur le fait que la construction de cette théorie du changement, elle passe justement par une plus grande connaissance. En fait, c'est grâce à cela qu'on peut faire changer les choses. Tout à fait, c'est par l'échange. Donc pour nous, l'échange est primordial, pour augmenter la valeur de l'innovation et réduire les risques. Donc ce qui est important, c'est que nous comprenons tous et nous sommes tous confrontés à cette difficulté. Nous sommes tous innovants, mais quand est-ce que l'innovation va arriver? Et la difficulté, c'est de lever les incertitudes. Donc c'est en échangeant qu'on arrive à se comprendre et apporter des réponses soit temporelles ou financières ou réglementaires. Alors venons-en maintenant avec vous, Antoine Latreille, au droit. On a entendu par la voix de Carla Gohin la voix des industriels qui ont envie d'avancer et on dit souvent que le droit est un frein à l'innovation. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? D'abord, je vous remercie de m'avoir convié. Je vais corriger une petite erreur. Je ne suis pas donc le doyen de l'Université Paris-Sud. L'Université Paris-Sud a une présidente qui est au demeurant formidable. Je ne suis que le doyen de la faculté de droit, économie, gestion, qui est une composante de l'Université Paris-Sud.
Et donc, je suis très investi comme chercheur et comme enseignant dans le domaine du droit de l'innovation. L'innovation et le droit co-construisent les solutions de demain. On n'est pas dans une position d'antagonisme. En tout cas, on n'est plus dans une position d'antagonisme. Le rôle du juriste est en train d'évoluer considérablement, notamment au sein des entreprises. Le juriste n'est pas l'empêcheur de faire du business en rond, tel qu'on a pu le qualifier longtemps. On a une position assez dégradée dans l'entreprise et secondaire, dans lequel on ne l'écoutait pas, et ensuite on le rendait responsable du contentieux, on lui demandait simplement de minimiser les impacts d'un contentieux qu'on aurait perdu pour les finances de l'entreprise. Donc le juriste n'a pas à être le bouc émissaire pour plusieurs raisons. Pour la première raison, c'est que d'abord le juriste ne crée ni la loi ni les règlements. Nous vivons dans un mécanisme, fort heureusement, de séparation des pouvoirs, d'état de droit, et que le juriste ne fait qu'appliquer ce que la société, par ses organes représentatifs, élus dans la majorité des cas, ont décidé. Donc le droit est un outil d'accompagnement qui vise à maintenir ou à créer un équilibre entre les situations des personnes et un certain nombre d'activités professionnelles, d'activités innovantes en l'occurrence, puisque c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors, comment le droit agit? Le droit, vous savez qu'on le représente en général sous forme d'une balance. Mais le droit n'est pas le plateau de la balance qui plombe. Le droit, c'est l'aiguille qui va, entre les différents protagonismes, essayer de trouver un équilibre, une situation qui soit viable individuellement et sociétalement. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Ce mécanisme va mettre ou remettre en équilibre, va essayer de créer une balance des intérêts entre les besoins souvent divergents des différents protagonistes qui intéressent. Alors ça peut être effectivement les chercheurs, le consommateur in fine, mais aussi la société dans son ensemble qui vise un certain nombre d'équilibres et qui cherche à faire transparaître des valeurs que l'on considère comme étant supérieures à certaines valeurs portées par l'économie. Voilà, tout cet ensemble, tout cet écosystème, le droit a pour fonction notamment de le mettre en musique, de le réguler. On parle du pouvoir régulateur. D'autre part, nous avons affaire à un principe qui est relativement simple, qui interdit en France ce qu'on appelle le déni de justice. Ça veut dire que le vide juridique n'existe pas. Il y a toujours une solution juridique à un problème, quel qu'il soit, à partir du moment où le problème est juridique. Donc, le mécanisme, en fait, est assez simple. Vous avez donc un législateur ou un pouvoir exécutif qui prend des décisions de type légal ou réglementaire. Ensuite, vous avez un juge administratif ou judiciaire qui va l'appliquer. Donc, il va interpréter. Et en faisant ce travail d'interprétation, faisant ce travail d'application, il va aller au plus près des besoins des différents protagonistes et pouvoir donc affiner ce principe. Et donc, ça permet une évolution qui est finalement relativement rapide à travers la jurisprudence du droit ou des solutions juridiques. Assez souvent, une fois que la jurisprudence a évolué, eh bien, pour stabiliser cette décision et éviter d'éventuels revirements, le législateur ou le pouvoir exécutif à travers le pouvoir réglementaire va donc intégrer les décisions, l'interprétation qui émane des juges. Vous voyez, donc on est dans ce système finalement de ping-pong, de va-et-vient, pour s'adapter au plus près des besoins, notamment des industriels. Alors, justement, Kernagoin, comment vous vous inscrivez dans cette temporalité qui peut parfois poser question, même si j'entends bien sûr ce que vous dites, Antoine Latreille, et la nécessité, effectivement, pour le droit finalement de protéger. Il y a cette dimension protectrice. Mais est-ce que des fois, vous vous dites, vous les industriels, un peu long quand même? Ou alors, il y a deux temps? Je pense qu'un des points importants, c'est surtout d'insister sur la cohérence de cette démarche, parce que l'arrivée des nouvelles technologies amène aussi de nouveaux questionnements. Et moi, si je me repositionne du point de vue du groupe, une de nos premières responsabilités, c'est de garantir la sécurité, quelles que soient les solutions technologiques que nous embarquons sur nos véhicules, de nos clients, de nos usagers. Et donc, de ce point de vue-là, je pense, qu'on partage de toute manière la même cible. Après, la cohérence, la mise en cohérence et la vitesse, effectivement, peut-être que l'on peut voir aujourd'hui l'accélération de l'arrivée de certaines technologies qui nous font dire, finalement, on aimerait bien que ce cadre réglementaire, ce cadre d'expérimentation évolue un peu plus vite pour nous donner un peu plus de latitude.
Oui, c'est un fait, mais regardez un petit peu aussi ce qui se fait, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique. Ils vont probablement beaucoup plus vite, mais on voit aussi qu'aujourd'hui, je ne vais pas reparler des quelques incidents ou accidents qui ont déjà eu lieu, mais voilà, ça amène aussi à une réflexion sur la bonne vitesse. Ces nouveaux enjeux amènent des positions forcément nouvelles de la part de l'écosystème industriel, de la part de l'écosystème aussi sociétal. Et nous avons une responsabilité aussi en tant que constructeurs vis-à-vis de ces nouvelles questions. Et donc, pour les aborder, eh bien, on utilise, et le groupe est complètement intégré dans des démarches qui ont vocation à établir des positions communes de la filière automobile. Parce que sur bon nombre de ces sujets, ce n'est pas la voie de PSA en termes de partage des responsabilités, en termes de définition peut-être juridique de certaines technologies. En revanche, une position de la filière automobile avec les deux constructeurs, PSA, Renault, avec les grands acteurs, les grands fournisseurs aussi de ces technologies, bien évidemment les grands acteurs, et là je reviens aussi, les enjeux territoriaux ont aussi une très forte importance. Donc c'est bien dans des approches de filière eh bien, qu'on consolide ces positions, qu'on les porte, et qu'on les porte non seulement aussi au niveau de la France, mais aussi qu'on peut les relayer au niveau européen, puisque finalement, on a aussi un enjeu majeur. Moi, les technologies que je prépare et qui finalement seront appliquées sur les véhicules dans 5 à 10 ans, je n'ai pas envie que tout ça tombe à l'eau à partir du moment où je traverse la frontière. Et ces logiques-là sont aussi incontournables. Et dans la réflexion, finalement le design de nos fonctions, il faut qu'on arrive à trouver cette cohérence d'ensemble. Et donc là, je parle de l'Europe, mais voilà, la question est d'autant plus vraie quand on considère la Chine, qui a aussi des politiques de soutien au déploiement et à l'accélération de ces technologies différentes de celles de l'Europe. Voilà, tous ces enjeux-là font que ce cadre juridique, il est nécessaire. Il faut réussir à trouver, je veux dire, la bonne adéquation en termes de vitesse pour qu'effectivement on ne soit pas, on puisse tester, expérimenter au fur et à mesure où les challenges technologiques arrivent. Mais c'est surtout un travail de cohérence dont nous, industriels, on a impérativement besoin. Et je rejoins ce que disait aussi, j'ai oublié, Antoine. Il y a encore quelques années, effectivement, la direction juridique, quand on devait les voir, on dit « Oh, bon, ok, alors je vais ressortir de là avec plus de soucis que je n'en suis rentrée. » Maintenant, et en l'occurrence, ça fait complètement écho, eh bien, en interne, en tout cas, on se dit « J'ai un problème, je vais voir ma direction juridique et j'y vais en disant quelle solution on peut trouver ensemble. » Et ça, je pense que dans l'état d'esprit, c'est ce qui fait la différence. Alors justement, vous parlez d'état d'esprit, donc vous avez évidemment mentionné la question du véhicule autonome, et on y reviendra un petit peu plus en détail. L'état d'esprit, le droit qui doit être, c'est votre avis, hein, Benoît Vercherin, actif, pas réactif. Pourquoi ? Alors tout à fait. Donc dans cette démarche de co-construction, les sciences dures, donc technologie, intelligence artificielle, software et autres, et je dirais les sciences douces, pour pas dire molles, je préfère douces, comme le droit ou les sciences sociales, sont importantes. Et en fait, il faut vraiment, dès le début, quand on a à analyser un problème et qu'on veut construire la solution, ça se fait de manière très itérative, comme Carla nous le dit, et ben, ensemble, on va co-construire les briques les unes par rapport aux autres. Et dans cette théorie du changement, c'est de créer les liens entre les différents acteurs de l'innovation afin de construire un système qui soit cohérent. Et c'est d'autant plus vrai pour les questions de lutte contre le changement climatique. On a vu dans le passé des mesures qui avaient pour vocation d'améliorer la lutte contre le changement climatique, ou d'être pertinent sur la lutte contre le changement climatique, mais qui était mauvaise sur la qualité de l'air. Donc cette cohérence est essentielle, parce que faut-il mourir de maladies pulmonaires ou de mourir de chaleur dans 50 ans,
je pense que personne, on ne fait pas de choix. On ne veut pas mourir, on ne veut que notre bien-être. Donc cet ensemble et l'association de toutes ces sciences et de ces connaissances est essentielle pour assurer la solidité de l'innovation. Et cette solidité va permettre de déclencher les investissements nécessaires auprès des industriels, auprès des acteurs publics aussi. Donc cette crédibilité est basée sur ces connaissances. Allez-y, Carmen. Je veux juste rajouter un petit point, parce que je pense que c'est important aussi. Je parlais de cohérence, je parlais aussi finalement d'adéquation dans la vitesse. Ce cadre, comme je disais, il est nécessaire. En revanche, il ne faut pas qu'on tombe quand même dans peut-être ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aussi encore, c'est que du point de vue de la réglementation, du point de vue de la législation, ce qui est important, c'est de fixer des objectifs, ce qui est important de fixer un cadre, et pas forcément, et surtout pas, des réponses technologiques. Ça, à la limite, je vais dire, nous, en tant qu'industriels, on est là pour proposer, trouver ces réponses. En revanche, établir des objectifs ambitieux qui, effectivement, nous challengent dans nos capacités d'innovation, dans le fait de proposer des solutions qui répondent effectivement aux justes besoins, ça, c'est de la cohérence. Par contre, il ne faut pas inverser les rôles. Et je pense que, malheureusement, ces dernières années, on a eu tendance à inverser les rôles, en tout cas sur certaines thématiques. Et donc, là, ça amène des frottements et quelque part une perte d'efficience globale du système qui est préjudiciable, je pense, à tous. Vous vouliez réagir, Antoine Latreille? Ça correspond parfaitement à ce que je pense. Et les meilleures lois, effectivement, sont des lois qui fixent des principes. Hein. Le doyen Carbonnier disait qu'il faut légiférer d'une main tremblante. Les meilleures lois dans le domaine technologique sont celles qui appliquent un principe de neutralité technique. C'est-à-dire, finalement, qui énoncent des principes en se détachant de mécanismes conjoncturels ou d'un état de la technique à un instant T, parce que sinon, elles ont à peine été votées, l'encre n'est même pas sèche, qu'elles sont déjà obsolètes. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Je vais vous donner deux exemples. On a deux lois en France. Alors, je prends des exemples français, on pourrait trouver des exemples étrangers ou même des normes européennes. Nous avons en 1978, donc ça fait 40 ans, une loi sur les données personnelles, la loi informatique et liberté. Cette loi informatique et liberté a donné naissance à tout le dispositif européen, directive puis le règlement, la RGPD, que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Il y a eu extrêmement peu de changements. Quand la loi a été transposée en France, la loi de 1978, au milieu des années 80, les changements ont été mineurs. Donc on a vu que le législateur, donc, il y a 40 ans, a pu se saisir d'un mécanisme parfaitement pertinent, énoncer des grands principes, qui sont ceux d'un principe de sécurité et de contrôle et d'information du titulaire de la donnée personnelle pour son utilisation, un principe de liberté d'utilisation sous contrainte, qui fonctionne parfaitement aujourd'hui parce que c'était neutre techniquement. Un deuxième exemple, un petit peu plus récent, qui date de la fin des années 80, un dispositif sur la cybercriminalité, sur toute la sanction d'atteinte. On est dans le domaine du droit pénal, les atteintes, qu'on appelait à l'époque les systèmes de traitement automatisé de données. Internet, à cette époque, en tout cas tel qu'on le connaît, le web n'existait pas. Eh bien, aujourd'hui, ce texte tel qu'il a été rédigé, tel qu'il intègre notre code pénal, à part quelques modifications mineures, à l'ajout d'un article concernant les virus, etc., est parfaitement adaptable parce qu'il était rédigé de façon extrêmement intelligente en s'affranchissant d'un stade particulier d'évolution de la technique. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et je voudrais juste donner un deuxième point qui est aussi un axe de travail pour les juristes et la mise en œuvre de la collaboration avec les scientifiques et les chercheurs, qui est la nouvelle notion qui apparaît alors on l'utilise beaucoup concernant les données personnelles, hein, donc on parle de privacy by design et on peut parler de legal plus généralement by design. C'est-à-dire qu'on co-construit effectivement la solution technique en la rendant encore plus efficiente et plus facilement assimilable par un marché ou pertinente vis-à-vis des consommateurs parce qu'elle intègre la donne juridique et donc elle est sûre non seulement sur un plan technologique, mais elle est aussi sûre sur un plan juridique. Et donc, vous voyez, on inverse le paradigme. C'est-à-dire que le droit, qui était donc une gêne pour le développement, devient au contraire, lorsqu'il est intégré dès le départ et que la collaboration est réalisée, un atout parce que la solution technologique est juridico-compatible. On pourrait parler également de la dimension usagée qu'on a encore peu abordée. Antoine, reprenez le micro, parce que justement,
comment est-ce que le droit prend en compte aujourd'hui la dimension usager? Vous avez évoqué les données, c'est une vraie question. Donc comment est-ce qu'on procède? Quelles sont vos recommandations? Vous connaissez aussi cette citation qui est attribuée à Lacordaire, hein, entre le fort et le faible. Donc c'est la loi qui protège et la liberté qui asservit. Et donc évidemment le faible c'est l'usager. Eh bien, dans son rôle régulateur, parmi les différents acteurs ou les différents protagonistes, l'usager est au cœur de la réflexion juridique. Donc tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si on surprotège l'usager, effectivement, là on aboutit à des freins colossaux, puisqu'on va brider et même figer la technologie, toute technologie ayant risque. Bon, on ne va pas parler du principe de précaution, mais voilà, on a parfois certaines aberrations d'un point de vue juridique, pour vouloir trop protéger, finalement, on fige. Et donc, tout le rôle du législateur et du juge qui va interpréter est de trouver le bon point d'équilibre pour permettre à la fois l'innovation, parce que l'usager, in fine, est bénéficiaire de l'innovation dans sa vie quotidienne, sans lui faire prendre un risque trop important. De la même façon, l'usager est aussi donc un salarié, un travailleur qui a besoin de revenus. Donc, si on interdit le développement de certains secteurs économiques, eh bien, il y gagne peut-être, en tout cas, il prend moins de risques dans sa vie quotidienne, dans sa vie domestique, mais il peut perdre son emploi. Donc, vous voyez, tout ça n'a pas de sens. Il faut bien évidemment travailler sur ces équilibres-là, ce qui est extrêmement difficile, ce qui dépend aussi, comme je le disais dans mon propos introductif, de choix sociétaux. Et les choix sociétaux ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et la France, par exemple. C'est très clair, on le voit à l'occasion des données personnelles ou même de façon européenne, une certaine convergence. Mais dans d'autres questions, notamment sur les questions de la responsabilité individuelle, du fait des choses, par exemple, on a des principes juridiques qui ne sont pas simplement des applications divergentes, mais des concepts, une philosophie même de ce que doit être la société et ce que l'État doit accorder, de façon plus générale, le système juridique, le cadre juridique doit accorder à l'usager, doit être. Comment est-ce qu'on intègre le citoyen dans votre démarche de co-construction, Benoît Verschaeren? Alors dans notre action, donc, nous travaillons sur des méthodologies de théorie du changement. Donc effectivement, le citoyen, on le met, il fait partie de cet écosystème. Comme vous l'avez dit, on écoute ses attentes, mais il est aussi acteur du changement. Donc il faut aussi composer avec lui et il faut le mettre en relation avec les autres acteurs. Et il faut aussi être vigilant parce que des mouvements citoyens peuvent un peu dévier. Donc, bon, de temps en temps, je m'amuse avec des phénomènes de buzz écolo-bobo qu'on peut voir dans les médias. Mais il faut quand même revenir à la réalité, à l'impact sur le changement climatique. Ce n'est pas faire que du buzz. Et donc là, il faut revenir aux connaissances, aux sciences, pour vraiment atteindre cet impact, parce qu'on peut avoir vraiment des déviances énormes. Donc oui, le citoyen est important dans cette co-construction, mais à bon escient. Et de votre côté, Carla, par exemple sur la question du véhicule autonome, justement, vous avez parlé pour développer cette mobilité augmentée, de travailler en open innovation, et on a bien compris qui sont vos partenaires. On voit que vous voulez répondre à une demande qui vient aussi des usagers, mais comment est-ce qu'eux s'intègrent dans votre réflexion ? Alors tout simplement, on les met au cœur en fait du dispositif. Hein. Et donc là, si je repars exactement sur l'exemple du véhicule autonome, eh bien depuis maintenant un peu plus de 4 ans, nous avons au début de cette histoire de l'arrivée de ces fonctions d'abord conduite automatisée et puis la délégation de conduite qui arrive avec les niveaux un peu supérieurs à partir du niveau 3 et donc de cette conduite autonome, eh bien on a réalisé finalement une flotte qui nous permet maintenant, grâce à des autorisations que nous avons obtenues. D'ailleurs, le groupe a été le premier constructeur français à obtenir ces autorisations de roulage sur route ouverte, d'abord avec des experts, et puis il y a maintenant un peu plus d'1 an, avec des conducteurs non experts. Et donc, on a des démonstrateurs qui ont les niveaux de sécurité maximum, dans lesquels eh bien, on peut faire tester à des clients, à des usagers, eh bien, l'arrivée de ces fonctions de conduite autonome. Comment, dans une circulation où, finalement, du jour au lendemain,
tous les véhicules ne vont pas devenir autonomes. On va aussi vivre dans des années, là, les 10 à 15 prochaines années, où on va devoir cohabiter. On va devoir cohabiter avec des véhicules qui, pour certains, effectivement, auront ces fonctions de délégation de conduite, d'autres pas du tout, et d'autres qui seront, on va dire, encore bien plus âgés. Donc, on les met au cœur du dispositif pour qu'ils testent, pour qu'ils nous fassent aussi leur feedback. Et ce qui est important, ce que l'on voit au travers de ces essais, c'est que, autour de la conduite autonome, bien évidemment, très souvent, les 5 premières minutes sont assez angoissantes. C'est-à-dire qu'on a beau expliquer qu'il y a l'expert qui est à côté, qu'on peut lâcher le volant. On lâche le volant, mais on continue à regarder la route. Et puis, presque dans 80% des cas, eh bien, au bout de 10 minutes, le conducteur, qui a donc lâché le volant, commence à discuter avec le passager. Et puis, quand il y a du monde derrière, commence à se retourner et à discuter. Et donc, on voit aussi la vitesse à laquelle peut-être ces fonctions-là vont aussi faire partie, finalement, de cette nouvelle expérience de mobilité. Ce qui est certain, c'est que ces nouvelles technologies, il va falloir aussi les accompagner en termes d'acceptabilité, en termes de confiance. Et là, eh bien, c'est une responsabilité, bien évidemment, de nous, industriels. Et donc, là-dessus, c'est sûr qu'on parle très souvent et on associe très souvent véhicules autonomes, intelligence artificielle. Eh bien, on a aussi encore de grands challenges scientifiques autour de ces thématiques-là pour garantir la sûreté de nos solutions. Et l'acceptabilité, elle passe par l'expérience de conduite, comme vous l'avez dit, mais aussi par le fait que, tout à coup, un nombre très important de données est récupéré par le véhicule autonome. Et donc, il y a aussi, je dirais, la confiance. C'est encore un autre sujet. La confiance, l'acceptabilité. Et puis après, bien sûr, l'usage. Et là aussi, on a une énorme responsabilité parce qu'il ne suffit pas finalement de dire monsieur, vous avez appuyé sur le bouton là et puis hop, la voiture devient autonome. Eh bien, il faut réfléchir à ces interfaces, faire en sorte que toute cette complexité technologique, parce que il y a une complexité croissante qui s'accélère dans nos véhicules, cette complexité technologique, elle soit complètement transparente d'un point de vue l'usage pour effectivement nos clients. Et donc ça aussi, c'est des challenges énormes parce qu'en termes d'interface homme-machine, il faut revoir cette relation. Finalement, avec la conduite autonome, on crée une nouvelle liberté. Celle tout simplement de choisir, de conduire ou de se laisser conduire. C'est nouveau. Aujourd'hui, quand on est dans sa voiture, on veut se déplacer, donc on conduit. Et là, demain, on aura cette nouvelle liberté. Mais qui dit liberté dit aussi effectivement la notion de confiance, d'acceptabilité. Et puis surtout, ça ouvre l'opportunité à rendre du temps de qualité, du temps pour effectivement peut-être d'autres activités et donc enchérir une expérience augmentée de mobilité et tout ça avec le plus de création de valeur possible pour nos clients. La création de valeur, vous en avez parlé aussi, Benoît Vercherin. Quel rôle peuvent jouer, à votre sens, les chercheurs pour mieux appréhender et mieux prévenir l'impact sociétal des nouvelles technologies ? Ils vont permettre d'analyser donc par différentes méthodes et leur connaissance et leur savoir-faire, de pouvoir aussi écouter tous ces signaux faibles. Donc ça, c'est important. Donc dans l'innovation n'est pas une question de signaux forts. C'est pas parce que vous êtes la grosse société qui va imposer à tout le monde la nouvelle technologie. Non, il y a aussi cette transformation. Elle est sociétale et il faut pouvoir l'intégrer de manière intelligente. Et c'est par la même démarche d'open innovation, collaborative, d'échange, de savoir s'écouter et s'entendre aussi mutuellement, que chacun peut apprécier les contributions des uns et des autres et d'augmenter la valeur. Donc on est vraiment dans cette augmentation de la valeur de l'innovation, et une innovation qui est collaborative, pour moi, elle est force de transformation, et c'est bien ça que nous recherchons dans notre lutte contre le changement climatique. Voilà. J'ai envie de vous poser la même question, Antoine Latreille. Le rôle du chercheur. Le rôle du chercheur en droit, alors. Mais bien sûr.
J'avais peut-être envie de réagir sur la voiture autonome, parce que je pense que c'est un sujet intéressant qui est symptomatique de l'évolution du droit et des grands principes. Il n'y a pas de rupture en droit, pas plus qu'en technologie. Les questions posées par la voiture autonome ont été posées à minima il y a quelques années avec les régulateurs de vitesse, etc. Voilà, on est dans une progression. Alors parfois il y a une accélération, et donc, mais il n'y a pas véritablement de rupture. En tant que régulateur, le droit a besoin simplement d'avoir un responsable, parce qu'à partir du moment où il y a des victimes, il faut que la victime puisse être indemnisée, et donc on trouve un responsable. Après, toute une question de responsabilité en cascade. Le principe général est que c'est le gardien de la chose qui est responsable, et ces questions ont été posées depuis que les hommes se déplacent, et la machine à vapeur, en son temps, a été l'occasion de création ou d'évolution du droit. Donc ce sont des questions qui sont pas nouvelles. Et ensuite, donc, à partir du moment où le conducteur ou l'utilisateur, l'usager, sait qu'il est dans un mécanisme protecteur, et qu'il a un système d'assurance ou un système de délégation de responsabilité qui le protège de sa responsabilité, ou de la mise en œuvre ou de la mise en cause de sa responsabilité, il fonctionne dans ce cadre. Alors, on a parlé des données personnelles, il y a d'autres ensuite risques, ou en tout cas sujets d'interrogation qui vont nécessiter un temps d'appropriation, mais la donne juridique aussi, la sécurité juridique, indépendamment de la sécurité technique, est un de ces problèmes. Donc le droit, à partir du moment où on a un mécanisme de délégation de responsabilité, qui peut être soit du fait de la loi, soit du fait même du contrat, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où on sait que s'il y a un accident, eh bien, ce n'est pas la responsabilité du conducteur qu'on engagera dans certaines circonstances, mais la responsabilité soit du constructeur, soit le développeur de l'intelligence ou du logiciel embarqué, etc. Et tout peut se faire en cascade. Le droit a simplement besoin de pouvoir, in fine, trouver un responsable pour justement indemniser ou trouver une solution au litige qui pourrait naître d'un accident ou d'un problème. Donc le rôle du chercheur dans ces domaines-là, c'est un rôle effectivement, en tout cas pour ce qui concerne le domaine juridique, effectivement, c'est un rôle donc d'accompagnement, un rôle d'abord de compréhension, parce que là aussi il y a un gros effort qui a été fait. Pendant longtemps, les sciences souples ou molles ont été totalement donc rétives à entendre le discours des chercheurs dans les sciences dures, les sciences expérimentales. Et ça, c'est en train de complètement exploser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons de façon interdisciplinaire. J'ai la chance de travailler dans le cadre de l'Institut Data-IA, par exemple, de l'Université Paris-Saclay, qui est un institut pluridisciplinaire sur la science de la donnée, qui mêle donc évidemment des informaticiens, des spécialistes de traitement du signal, mais aussi des politistes, des juristes, des sociologues, des historiens, etc. Voilà. Donc on a vraiment maintenant une culture de décloisonnement où chacun donc apporte à l'autre sa méthodologie, ses capacités d'analyse, de façon à co-construire des solutions. Et ça, je pense que c'est une grosse évolution. Du côté du droit, et ça, l'Université Paris-Saclay essaye d'y répondre, et là aussi, c'est un problème qui est particulièrement français. C'est-à-dire que le mécanisme de l'enseignement fait que les lycéens puis les étudiants sont relativement cloisonnés, et qu'un juriste, c'est un littéraire, il ne connaît rien à la science, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas bon en maths par définition, c'est leur faux, hein, ceux qui réussissent le mieux en droit, ce sont les bacs scientifiques, parce que c'est une logique, et finalement le droit est assez mathématique. Et donc ce qui est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de formations, notamment de master, permettent de donner une culture technologique, technique, scientifique à des juristes, de façon à leur permettre de parler, d'avoir un langage commun avec des ingénieurs, avec des scientifiques, et donc de pouvoir faire ce travail de co-construction. Parce que si on n'a pas le même vocabulaire, si on ne comprend pas la même chose, on ne peut pas travailler ensemble. Vous vouliez réagir, Benoît Vercherin ? Non, je suis tout à fait d'accord avec Antoine, et je suis très heureux de voir que nous allons pouvoir travailler ensemble demain. Alors, je pense que l'heure est venue, merci d'abord pour ces premières réflexions, de prendre peut-être quelques questions dans la salle. Madame ? C'est très intéressant. Je suis Dorothée Broet, je préside la structure qui s'appelle Tech for Life, qui s'occupe de la mise en débat des technologies, nanotechnologies. Donc nous avons un forum NanoResp, un forum BioResp. Enfin. Alors, votre échange est tout à fait important. Je retiens un certain nombre de mots-clés, cohérence,
interfaçage, adéquation entre les différentes logiques d'acteurs. Je voulais juste poser, ma question s'adresse particulièrement peut-être à Antoine Latreille, sur la question de la gouvernance, parce que on a tendance, quand on parle de ces questions d'impact sociétaux, à prendre les problèmes en bout de chaîne. Et je m'interroge sur le désir, les modes de vie qui sont ici brossés pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des lieux qui permettent d'adresser les préoccupations des gens, mais surtout la question de leur imaginaire, et de hiérarchiser les choses du point de vue des dilemmes? Parce qu'on se trouve face à quantité de dilemmes, c'est vraiment le mot-clé. Et j'enseigne aussi les controverses à Paris 7, et je vois bien que les étudiants sont de plus en plus, notamment les gens liés au climat. À Paris 7, il y a le laboratoire LEAD sur les énergies de demain. Les jeunes sont de plus en plus conscients de ces tensions entre des désirs qui sont contradictoires. Et donc, je crois que le débat science-société ne suffit pas. Il ne suffit pas d'intégrer des gens sur les usages. Il y a vraiment une association à imaginer dans l'innovation. Et nous avons des plateformes que nous avons construites avec des grands groupes sur les nanotechnologies. Je pense que le modèle que nous avons développé, que nous développons aussi sur la bioéconomie, c'est extrêmement important pour demain, parce que pour l'instant, la mutation, elle est climate-driven, vraiment tirée par le climat. Mais il me semble que nous allons de plus en plus voir la limite de la résistance du vivant, des écosystèmes. C'est tous les jours qu'on en parle. Et donc, comment est-ce que chacun, vous voyez les outils? Est-ce que c'est l'office parlementaire? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, je ne vois pas très bien les organes que nous avons pour travailler sur ce que j'appelle l'ajustement des technologies à ce qui est véritablement l'attente, le souhaitable, le désirable et le soutenable. Alors Là, on est vraiment dans de la science politique. Enfin, on est plutôt dans la responsabilité du politique et pas la responsabilité du juriste, qui est en fait un technicien de la mise en œuvre du droit et de règles qui sont, en tout cas dans leurs principes, pensées à un niveau bien supérieur. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne suis même pas spécialiste de droit public et d'élaboration de la norme. J'aurais tendance à dire que, d'une part, ce qui prévaut, c'est le principe de la liberté, donc il y a un principe de subsidiarité qui se répercute à tous les niveaux, et que le droit, de toute façon, n'a pas vocation à encadrer le désir des gens ou la façon dont ils ont envie de vivre. Il a vocation à appliquer un certain nombre de règles qui permettent la vie en société. Donc, l'individu, la vie privée, a encore un jeu important, et il ne faut pas mettre du droit et de la réglementation partout, parce que là, on s'en sortirait pas. Maintenant, évidemment, quand il y a des enjeux, effectivement, derrière, donc, qui peuvent aboutir à des choix de société, j'ai bien compris, c'est très intéressant, votre propos, de déplacer donc d'une réflexion en termes d'usage, donc on est a posteriori à une réflexion en termes de construction et de participation. Et je lis derrière votre pensée, ou en tout cas vos paroles, que finalement, on peut construire des solutions techniques qui ne sont pas forcément celles qui auraient été souhaitées, imaginées, mais qu'ensuite on va essayer de les vendre en expliquant que ça va nous rendre plus heureux. Bon, alors vous parlez d'office parlementaire, je pense que quand on est hors champ de la norme, on est dans le domaine de la liberté individuelle, de la liberté collective, des communautés qui peuvent se définir par rapport à ce type de choix. Quand on a un enjeu juridique derrière, c'est tout le processus d'élaboration de la norme et notamment de la loi qui fait appel donc à différents rapports parlementaires, à des débats. Et donc là, ce sont les voies classiques du fonctionnement républicain qui sont utilisés, le questionnement des parlementaires qui peuvent être faits par n'importe quel citoyen, les auditions faites dans le cadre des rapports parlementaires qui vont nourrir donc l'écriture et la rédaction de la loi. En aval, on a quand même la garantie de la Constitution, puisque donc depuis maintenant une dizaine d'années,
chaque citoyen peut poser une question donc, prioritaire de constitutionnalité. S'il considère qu'une loi, une norme qui lui est opposée ne répond pas donc, à un principe constitutionnel qui est supérieur, il peut donc... par un intermédiaire de certaines juridictions, je ne rentre pas dans les détails, mais saisir le Conseil constitutionnel, ce qui était réservé avant donc, aux parlementaires ou aux organes principaux du pouvoir exécutif. Donc, vous voyez, on évolue aussi dans ce domaine-là. Maintenant, je n'ai pas effectivement d'autres réponses à apporter. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Madame, je voulais vous remercier pour votre intervention. Alors, ce qui est très positif, c'est que vous nous parlez des préoccupations des imaginaires. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'on rêve encore et qu'on peut imaginer donc un avenir qui soit tout à fait soutenable. Et ces dilemmes avec les différents désirs contradictoires. Donc, je dirais que le droit, de mon point de vue, apportera une solution, mais il y a aussi l'économie. Donc, quand j'entends Carla qui nous parle que le modèle de posséder une voiture demain, c'est peut-être plus le souhait et c'est pas dans l'imaginaire de nos jeunes, on peut s'en réjouir. Donc, c'est avec cette transformation qu'on va pouvoir répondre à ces enjeux. Donc, le droit tout seul ne peut pas tout réglementer. Par contre, l'économie est aussi a un fort pouvoir de réglementation. Évidemment, une économie intelligente et durable. Merci beaucoup. Madame. Oui, bonjour messieurs, dames. Hélène Tozin, je suis de formation pilote de ligne et maintenant je suis consultant en développement durable RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. J'aurais deux questions, une pour Madame Gohain et l'autre pour Monsieur Latreille, mais qui sont liées finalement. Dans mon métier de pilote, on m'a appris à piloter un avion, soit. Maintenant, nous avons le groupe PSA qui fait des voitures autonomes. Donc, je prends possession de ma voiture, on m'explique quelque peu comment la voiture fonctionne et me voilà sur la route. Si je comprends bien, ces voitures ont une capacité à être d'une part autonome et d'une part manuelle. Ma question également pour Monsieur Latreille, c'est-à-dire que tous ces véhicules, qu'ils soient sur la route, où on parle des bateaux, où on parle des drones, les avions qui seront sans pilote maintenant, comment va-t-on faire pour cette transition, je dirais, d'une part réglementaire, dans la mesure où, effectivement, en cas d'accident, vous en parliez, Monsieur Latreille, comment va-t-on faire pour imputer la responsabilité? Alors d'abord, Madame Gohain. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a parlé des technologies finalement dans leur implémentation sur le véhicule, mais vous avez raison. Aujourd'hui, dans l'explication de ces fonctions, dans l'accompagnement, il va aussi falloir qu'on ait une approche innovante. C'est-à-dire que ces véhicules, l'arrivée de ces fonctions, on ne va plus pouvoir faire comme aujourd'hui. Peut-être lorsque vous achetez une voiture, effectivement, on passe 15 minutes à vous faire rapidos le tour finalement des fonctions principales et puis après on vous dit au revoir. Si vous avez un problème, revenez nous voir. J'exagère, mais il va falloir, et ça fait aussi partie de finalement cette nouvelle expérience de conduite. Il va falloir qu'on accompagne, il va falloir aussi qu'on fasse évoluer, je pense, et ça fait partie des éléments du plan d'Anne-Marie Idrac, faire évoluer aussi la formation. Et on parle du permis de conduire, mais il faut aussi qu'on fasse évoluer ce cadre pour effectivement expliquer ce que sont ces fonctions de conduite dans un premier temps automatisées, puis ensuite ces fonctions de conduite autonome, comment la responsabilité ou en tout cas comment la supervision va se partager. Tout ça parce que, comme je disais, on va être dans une période où finalement on va vivre et on n'aura pas une bascule du jour au lendemain qui se fera voilà, comme ça. Donc ça nous challenge énormément sur la manière dont effectivement on va accompagner l'arrivée de ces technologies dans nos réseaux, en digital aussi, parce qu'on parle beaucoup aussi de digitalisation, mais il va falloir qu'on accompagne, qu'on explique, et surtout, et ça en termes de conception, c'est, je pense, de notre responsabilité en tant que concepteur R&D, c'est aussi garantir que finalement, l'utilisateur, à n'importe quel moment, doit savoir dans quelle configuration il est. Il ne doit pas y avoir de doute.
Et ça passe par des interfaces homme-machine qui sont très claires, peut-être dans un premier temps des messages qui vont être peut-être redondants pour bien réinsister sur la délégation de conduite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette expérience de mobilité autonome, il faut que les rôles soient clairs, et cela à tout instant donné. Après, dans le traitement des litiges, des accidents ou autres, bien sûr, on aura aussi des composants qui enregistreront et qui permettront, bien évidemment, à un moment ou à un autre, de savoir si certaines fonctions étaient enclenchées ou pas, et donc là aussi d'aider dans l'analyse de ces accidents et pour définir aussi les responsabilités. Mais je suis totalement en phase avec vous, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi un accompagnement dans la compréhension et dans l'usage de ces fonctions, et aussi la formation qui doit évoluer pour aussi donner des clés de compréhension de ces nouvelles technologies. Ça sera incontournable et indispensable. Antoine Latreille, sur la question de la responsabilité. Une boutade, hein. La voiture autonome, on la connaît depuis très longtemps, hein. Une calèche, les véhicules hippomobiles, c'était quasi autonome, hein. Voilà. Et donc la sécurité, le véhicule automobile apportait une forme de sécurité, donc en rendant le pouvoir au conducteur, et donc qui était quasi délégué à des objets, puisque les animaux sont des objets. Et quand il y avait des accidents de calèche, il n'a jamais été question de mettre les chevaux en prison, ni leur donner une amende, ni de leur demander d'aller visiter la victime à l'hôpital. Voilà. Donc finalement, la question, effectivement, aujourd'hui, on est quand même blague à part, un point de rupture. C'est-à-dire que certains essaieraient de nous faire croire que la machine a pris une telle autonomie qu'elle devient responsable. Non, c'est pas possible. Une machine n'est jamais responsable. Une machine ne peut pas être responsable. Donner la citoyenneté à un robot, c'est débile. Donc on est dans un système où effectivement, au bout d'un moment, et ce qui pourrait d'ailleurs faire échec à la mise en œuvre de ces technologies, c'est qu'à un moment ou à un autre, on n'est plus d'hommes, quel qu'il soit d'ailleurs, et on peut très bien comprendre qu'un conducteur, à un instant T, dise « moi, j'ai plus de pouvoir direct sur la machine, et donc je ne veux la conduire, enfin je ne veux pas la conduire, je veux y être qu'à partir du moment où on me garantit qu'en cas de problème, comme quand je prends le train, quand je rentre dans un TGV, s'il y a un accident sur la voie, le passager n'est pas responsable. » Donc toute la difficulté est de trouver un mécanisme acceptable pour chacun des maillons de la chaîne de ce transfert de responsabilité ou de ce partage de responsabilité. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ça a toujours été le gardien de la chose qui a été responsable, comme le gardien des chevaux, et aujourd'hui le gardien du véhicule qui est le conducteur, mais comme le propriétaire du chien lorsqu'il mord un passant. Hein, donc on est sur un principe là. Et au bout d'un moment, effectivement, l'autonomisation de la chose ne sera acceptable pour le gardien qui n'en est plus un, mais qui est un simple utilisateur, qu'à partir du moment où il a l'assurance qu'un mécanisme donc, de délégation de responsabilité est suffisant pour assurer la sécurité, ou sa sécurité à lui, et pas sa sécurité physique, mais sa sécurité juridique, lorsqu'il utilise ce bien. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et donc derrière, l'enjeu, c'est une question de réflexion entre donc, de la chaîne des acteurs qu'il y a derrière, sur comment raisonnablement se partager ce système de responsabilité, avec très probablement des mécanismes d'assurance. On parlait avant nos propos, avant cette table ronde de la normalisation. Ça peut être aussi derrière aussi des mécanismes normalisateurs qui assurent, donc qui certifient, de certification, qui assurent une certification en termes de sécurité, etc., qui est très proche de la norme, hein, la certification. La norme technique et la norme juridique sont des sœurs jumelles. Merci beaucoup Antoine Latreille. Ce sera le mot de conclusion de cette table ronde. Je vous remercie vraiment tous les trois pour la qualité de vos réflexions.